Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un processeur et pas n'importe quel processeur. C'est le plus gros des APU de chez AMD, le Ryzen 5700G. Je vous propose qu'on s'attaque à ce monstre tout de suite après l'intro. C'est parti. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, qu'AMD ne m'a pas du tout envoyé ce modèle, et que c'est la même personne qui m'a prêté la B550F Gaming de chez Asus ROG, je vous mets la vidéo juste là, qui m'a prêté ce processeur. Du coup, je lui dis un grand merci, puis nous on va pouvoir s'attarder un petit peu sur ce monstre. Je vous propose que la vidéo se déroule de cette façon. D'abord, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le pack, faire un petit peu le tour de la boîte, mais bon, maintenant on connaît un petit peu ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, on va s'attaquer justement aux caractéristiques techniques de ce processeur, qu'est-ce qu'il nous annonce, et puis après on va directement aller le tester sur plusieurs benchmarks CPU. Et après, on fera une petite partie dédiée à la partie graphique de ce processeur, puisqu'ici on a un APU qui est plutôt puissant. D'habitude, on dit qu'il est plutôt capable de jouer, donc je l'ai essayé sur deux jeux plus ou moins gros pour voir un petit peu comment il s'en sortait, parce que j'ai pas eu énormément de temps non plus pour tester tout ça. Donc voilà, j'ai essayé avec différentes mémoires, différentes fréquences de mémoire, différentes capacités de mémoire justement sur cette puce graphique pour voir un petit peu ce qu'elle nous donnait. Je vous propose qu'on finisse avec un petit point sur les températures et la consommation de ce processeur. Il y a vraiment de quoi être plutôt surpris, ça vous allez voir, et puis on finira avec une petite conclusion sur ce processeur. On commence tout de suite avec le déballage. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Bah déjà, une boîte avec effet alu brossé comme toute la génération 5000, c'est plutôt joli, l'écriture Ryzen est en relief comme on a un petit peu l'habitude. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve un autocollant Ryzen 7 qui est plutôt sympathique, le processeur qui va être dans le même emballage plastique, et puis au centre justement de cette boîte, on va voir un ventirad qui fait le boulot sans pour autant être exceptionnel. Mais bon, comme il est inclus avec, pour le même prix, on va dire que c'est toujours ça de prix. On est ici sur un processeur 8 coeurs 16 threads, cadencé à une fréquence de base de 3,8 GHz, c'est capable de monter en boost jusqu'à 4,6 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Le 4,6, ça va dépendre un petit peu de la qualité de votre puce. Depuis qu'il y a le Precision Boost Overdrive, chaque processeur d'AMD a un petit peu des performances différentes, on va dire ça comme ça. Sinon, ici on a que 16 mégas de cache comparé aux 32 mégas du 5800X, donc ça va lui faire perdre un petit peu de performance dans les jeux, notamment si vous préférez prendre une carte graphique à côté. C'est un peu dommage, mais bon, on a quand même une baisse de prix de quasiment 100 € entre les deux. Donc voilà, il y a un moment où tu veux un 8 coeurs 16 threads AMD, et bah t'as pas tellement de choix quoi. C'est où tu mets 100 balles de plus pour gagner 10% de performance quoi. Sinon, c'est un processeur qui tourne sur DDR4. Au niveau de la mémoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller jusqu'à 128 Go au total, et ça c'est plutôt sympathique. Tant qu'on parle de la mémoire, un truc qui va en bénéficier vraiment énormément, c'est la puce graphique intégrée de ce processeur, puisque oui, il a une puce graphique qui est plutôt puissante, et on va la tester justement dans cette vidéo, plutôt à la fin de la vidéo. On a ici une puce graphique qui se donne des airs de carte graphique, puisqu'elle est quasiment aussi puissante qu'une 1050 Ti. Pour ce qui est justement de cette puce graphique, elle est cadencée à 2000 MHz. Au niveau des cœurs, on retrouve 512 stream processeurs et 32 TMUS, donc en gros c'est les unités de calcul de chez AMD. Puis le petit truc qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas le PCI Express 4.0 avec cela. Alors c'est totalement incompréhensible, puisque les Ryzen 3000 avaient tous le PCI Express 4.0, et lui il arrive en génération 5000, et finalement il a même pas le PCI Express 4.0, donc on perd un petit peu tous les avantages de ce nouveau chipset. Un peu décevant ici. Pour continuer sur le PCI Express, avec ce processeur on a 24 lignes PCI Express disponibles. Ça vous permet de mettre une carte graphique et de M.2, donc c'est plutôt cool, étant donné que la plupart des processeurs entrée de gamme, en général vous mettez une carte graphique et un M.2, vous n'avez plus de ligne PCI Express. Là au moins vous pouvez faire un petit peu de polyvalence là-dessus, et c'est assez sympathique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les caractéristiques techniques de ce processeur. Sinon on va passer justement au benchmark, comment ça s'est passé. Je l'ai laissé stock. Pour le refroidir, on avait un Be Quiet Pure Rock 2 avec un fameux ML120 super bruyant qu'on a présenté la semaine dernière, qui lui a permis d'être largement dans des températures agréables pour lui, ça je peux vous le dire. Donc au niveau des tests, on a quoi? On a un rendu sur Premiere Pro, on va avoir Cinebench R15, R20, R23, et un Time Spy de chez 3D Mark qui va lui permettre justement de voir ce qui vaut en jeu en général. Donc ça c'est au niveau des logiciels. Sinon au niveau de la plateforme de test, ça s'est passé sur quoi? Au niveau de la carte mère, on était sur une B550 Asus ROG Strix F Gaming, qui est une excellente carte mère qui va pouvoir lui permettre de tenir dans des très bonnes conditions.
consommation puisque les VRM sont plutôt costauds et au niveau de la RAM et tout, il n'y avait pas trop de problème. Pour la RAM, on était sur du 3000 MHz de chez Corsair Cas16. Pas les meilleures barrettes du coin, mais honnêtement, j'ai pris ce que j'avais. Pour le Ryzen 5, c'était pareil. Le seul truc, c'est que la carte mère a changé. J'étais ici sur une Tomahawk B450 Max pour le Ryzen 5, mais toujours le même kit de RAM et le même refroidissement. Et puis au niveau du i7, la plateforme, c'était le i7 10700K avec une Z590 et ça a été testé avec les mêmes barrettes de RAM. Comme ça, c'est réglé. Et au niveau de la carte graphique, on était sur une RTX 2060 Asus Dual qui est légèrement undervoltée, mais elle garde les mêmes performances, elle est même légèrement meilleure que de base. Donc voilà, comme ça vous savez tout pour les plateformes. Pour ceux qui veulent plus de détails, c'est tout dans la description et je vous propose d'enchaîner avec les graphiques. Puis on continuera de parler de tout ça avec la puce graphique, justement. Ryan Little. Donc comme vous voyez, niveau processeur, il s'en sort pas trop mal, puisqu'ici on a un écart de 1% avec le 10700K, donc c'est totalement rien du tout, hein, on le voit quasiment pas, on gagne 10 secondes sur Premiere Pro, waouh, incroyable, et puis sinon c'est que des scores purs et durs, donc au final on n'y voit pas grand chose. 1%, personnellement je m'attendais au moins un peu plus, mais ça va tous jouer au niveau de la consommation et des températures, que maintenant on va s'attaquer aux performances de la puce graphique. Alors la puce graphique, comment ça s'est passé? J'ai essayé une fois cette puce graphique avec 16 Go de chez Corsair en 3000 MHz Cas16, comme ça permet de voir un petit peu ce que ça peut donner avec un kit qui est pas super bon. Et après j'ai réessayé avec 32 Go cette fois-ci de Crucial Ballistics RGB en 3200 MHz Cas16, et du coup ça va permettre de voir si on y gagne un petit peu quand même à changer la fréquence. Et puis l'avantage justement d'avoir mis 32 Go, c'est que j'ai pu monter la puce graphique à 16 Go de mémoire dédiée. Comme ça vous pourrez voir si c'est vraiment utile de mettre plus de mémoire sur cette puce graphique et si c'est plus utile aussi de mettre une meilleure fréquence. Bon, la fréquence ça va forcément jouer, mais une meilleure capacité de mémoire, et on va voir aussi également ce que ça donne. Donc sur les graphiques qui vont suivre, vous aurez la GTX 970 qui va être énormément plus performante, mais ça je m'en doutais un petit peu. Et puis à côté on va avoir justement la puce graphique en 4 Go et la puce graphique en 16 Go, comme ça ça va vous permettre de voir un petit peu les différences. Je vous propose qu'on reparle des graphiques une fois qu'ils seront passés. Comme vous avez pu le voir, cette puce graphique s'en sort pas trop mal, ça peut permettre de jouer, mais personnellement je jouerai pas tous les jours avec parce qu'on n'est pas dans des conditions exceptionnelles. Ça tourne, c'est plutôt stable, ça c'est sûr, on a 30 fps en 1080p. Si on descend en 720p, on va gagner encore des fps, ça peut devenir jouable. Honnêtement, qui joue en 720p aujourd'hui, je sais pas, hein. Il y a personne qui joue en 720p. Déjà Apex, c'est pas un gros jeu, ça tourne assez facilement et ça tournait plus ou moins bien, on va dire. Et à côté, par contre, on va avoir Dirt Rally qui lui tournait dans des conditions à peu près respectables, on va dire. Voilà, on est toujours loin d'une GTX 970. Pour ceux qui veulent un point de repère, cette 970, ça vaut à peu près une 1060. Et puis ceux qui sont plutôt côté AMD, ça vaut à peu près une RX 570. Donc voilà, je m'attendais quand même à une grosse différence. Souvent, quand on me dit que la puce du Ryzen, on peut jouer avec, personnellement, c'est pas une expérience que je vous conseille de vivre quotidiennement parce que c'est pas foufou, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la puce graphique. Maintenant, on va enchaîner avec tout ce qui est consommation et température. Au niveau de la consommation, on va tout de suite pas se mentir, c'est incroyable ce qu'AMD a fait. Pour le protocole de test au niveau de la consommation électrique, j'ai laissé tourner quelques minutes en idle sur le bureau sans rien faire pendant quelques minutes et j'ai pris la moyenne de la consommation. Et puis au niveau justement de la consommation maximale, j'ai lancé un Prime 95 pour
pendant 10 minutes. Puis là par contre j'ai pris le maximum qu'avait consommé le processeur sur ces 10 minutes. Donc je vous propose de vous mettre les graphiques tout de suite, on fait le bilan juste après. Donc voilà, je vous ai mis les températures avec, comme ça vous permet de voir un petit peu. Alors ici, on est vraiment sur un processeur où la température est vraiment contrôlée, parce que de 1, les watts, j'ai été surpris qu'ils consomment si peu sur le bureau, on est descendu à 7 watts de moyenne quand même, alors qu'Intel, ils sont déjà pas trop mauvais, ils arrivent à descendre des fois, quand votre système il est complètement neuf, vous arrivez à descendre à aller entre 15 et 20 watts, moi il a déjà un peu de vécu, donc ça fait 20-22 watts on va dire. Et je me rappelle que le Ryzen 5 3600 sur le bureau, il consommait vraiment à rien faire, des fois il faisait des pointes à 50-55 watts, c'était affreux. Et là, du coup, j'ai été vraiment surpris que ce Ryzen 7 consomme si peu sur le bureau. Après, quand j'ai lancé un burn sur Prime 95, je me suis dit c'est un Ryzen 7, c'est connu pour chauffer, c'est connu pour consommer. Je pense qu'il va quand même mettre en PLS mon petit PureRock 2, tu vois ce que je veux dire. Et puis au final, pas du tout, puisque sur Prime 95 pendant 10 minutes, il fait une pointe à 63 watts. 63 watts pour autant de performance, c'est vraiment rien du tout. Surtout quand on sait qu'il est 1% au-dessus du i7 10700K, et qu'en plus d'être à 1% au-dessus, il consomme 2 fois moins. C'est quand même affreux quand même de se dire ça. Et puis du coup, l'avantage ici, c'est qu'on peut vraiment le refroidir avec des ventirades plutôt corrects. Le PureRock 2, c'est un ventirad qui coûte, allez, 45 €. Déjà d'origine, il refroidirait très bien. Puis après, vous pouvez mettre le ML120 que j'ai mis dessus. Et là, vous vous retrouvez à 62 degrés, 63 degrés en Prime 95. C'est un truc que j'ai jamais vu sur 8 heures, tu vois. C'est un truc qui est assez incroyable parce qu'avec le même genre de refroidissement, le i7, il tourne à 100 degrés. Hein. Au bout de 5 minutes, même pas, il monte à 100 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'étais plutôt étonné de voir ça. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'AMD avait vraiment corrigé ce point-là qui était plutôt important à mes yeux, puisque consommer pour rien faire sur le bureau, c'est un peu pénible. Et puis consommer beaucoup pour faire quelque chose, c'est pénible, mais des fois c'est justifié s'il y a beaucoup de performance. Et là du coup on a beaucoup de performance, très peu de consommation, et c'est juste super cool. Donc c'est le moment un petit peu du bilan de tout ça. On a ici un processeur qui est vraiment taillé pour la bureautique, plutôt costaud, parce que 8 heures 16 threads, c'est plus de la bureautique que vous faites. Hein, vous commencez, Excel, il va se dire, oh là là, mon dieu, ça pousse Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Pas logique, vous ne prenez pas ça pour faire du Excel, vous prenez ça quand vous commencez à faire vraiment des trucs un peu poussés. Là, ça va suivre parfaitement bien. En plus, on a la puce graphique qui intègre un encodeur vidéo, donc ça peut permettre d'avoir une accélération graphique pour ceux qui font un peu de montage sans trop se prendre la tête. Donc voilà, c'est plutôt un bon processeur. Ici, on a vraiment une consommation qui est maîtrisée, une chauffe qui est maîtrisée. Il est vraiment bien pour faire des configs plutôt compacts, sans pour autant aller dans l'excès, dans le compact, hein, parce que après 3-4 jours, Tristan, il nous a fait une vidéo justement sur le même processeur dans un boîtier tout petit. La vidéo est très intéressante, je vous la mets là-haut d'ailleurs. Et du coup, on voit que ça chauffe un petit peu beaucoup dans les petites configs. Mais je pense que dans des configs compacts, sans trop aller dans l'excès comme lui, on peut faire des trucs assez sympathiques et ça permet d'avoir un PC super silencieux, tout ça, et c'est vraiment cool. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir également. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.